Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi, la Vaitu Aru peut se lever comme une vague brutale. Cette rivière de Papen'o l'a encore prouvé hier en emportant 2 personnes. Nous reviendrons sur les consignes de sécurité à suivre absolument. Les cas de grippe A augmentent en Polynésie, à ne pas confondre avec le Covid qui lui aussi revient en force. Les 2 virus provoquent les mêmes symptômes. Nous ferons le point. En Nouvelle-Calédonie, on craint davantage le variant Delta. Après les fêtes, de nombreux tests antigéniques sont encore effectués pour des raisons très diverses. Nous parlerons de l'épidémie sur le Caillou, mais aussi du référendum ou de la présidentielle, avec notre invité Thierry Santa, originaire de Tahiti. Thierry Santa a présidé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans. Enfin, nous découvrirons l'unique résidence pour jeunes travailleurs de Tahiti. Dans cet immeuble de Pir'e, le loyer est de 20 000 francs par mois, une solution de logement face au prix trop élevé du parc privé. Mais tout d'abord, cette balade en jet-ski qui a viré au cauchemar hier au large de Ha'apiti à Moorea. Une jeune fille de 17 ans est actuellement hospitalisée dans un état grave au CHPF de Taoné. L'accident s'est produit après une fête alcoolisée sur un motu au moment du démarrage. Mais c'est un homme de 40 ans qui pilotait l'engin. Écoutez les précisions de Valentin Hanere, sapeur-pompier à la caserne de Ha'apiti. Il répond à Pierre-Emmanuel Garot. On nous a appelé comme quoi il y a une intervention de détresse vitale sur Tiahura, ancien club med de Montréal. En arrivant sur le lieu, on a attendu à peu près 10 minutes. Après, on a vu un bateau arriver avec la victime allongée dans le bateau. Et puis, on a pris en charge la victime, puis un bilan après. Il y avait une hémorragie, un saignement plutôt. On a juste entendu le pilote qui racontait au grand-père de la petite qu'elle était juste tombée vers l'arrière au démarrage du jet ski. Ils racontent, eux, ils n'avaient pas de gilet de sécurité. Puis on l'a évacué vers l'hôpital de Afritu. Chaque année, on a à peu près une dizaine d'accidents de jet ski. Oui, et les pompiers de Moorea rappellent que la pratique du jet ski est dangereuse et qu'ils interviennent une demi-douzaine de fois par an pour ce genre d'accident. Après le drame qui a frappé à nouveau Papen'o hier, nous revenons ce soir sur cette rivière particulièrement dangereuse. Elle est alimentée par plus d'une trentaine d'affluents. Le niveau de l'eau peut monter de plusieurs mètres sans prévenir. Les consignes de sécurité ne sont pas toujours respectées et le danger sous-estimé. Explication Ismaël Tahiata et Patita Savea. Il suffit parfois de s'attarder sur le passé pour expliquer le présent, remonter le temps, s'intéresser d'un peu plus près à l'histoire. L'histoire de la rivière La Papen'o, un nom moderne qui n'a pas grand-chose à voir avec son nom originel, Vaitu Aru, l'eau qui se lève et se gonfle. Lorsque la rivière Vaitu Aru est en crue, elle ne prévient pas. C'est la totalité des affluents qui se déversent. C'est à toi d'entendre le vrombissement de cette vague qui va arriver comme un véritable tsunami. Et là, il détruit tout devant. Les habitants de la commune le savent, les usagers réguliers aussi. Quand le fond de la vallée est sombre et que l'eau de la rivière est trouble, attention, danger. Il y avait gros soleil quand on est parti d'Aroué. Et puis en arrivant ici, on a attendu un petit peu dans la voiture, que ça se calme un peu. Ça s'est un peu calmé. On a quand même tenté de prendre les VTT et de s'enfoncer un peu dans la vallée, mais on a rapidement rebroussé chemin. On commence à connaître un peu la vallée de Papen'o et on sait qu'avec ce temps-là, quoi qu'il arrive, on ne va jamais plus loin que le premier pont. Sébastien et sa famille ont été prudents, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi-même qui étais dans cette vallée hier, il y avait une dame qui était là aussi avec 2 enfants. Et elle s'est arrêtée, elle m'avait demandé s'ils peuvent rentrer dans la vallée. J'ai dit, écoute, vous pouvez y aller dans la vallée, mais si vous allez vous baigner, regardez bien à l'intérieur, ça commence à se couvrir. Et puis j'arrive à l'endroit où je m'arrête pour faire baigner à mes clients. Et qu'est-ce que je voyais? La même dame, la dame avec ses 2 enfants, et je la voyais de la rivière et tout ça, à un moment de sa petite fille. Et puis elle a failli emporter par le courant à ce moment. Heureusement, il y a un monsieur qui est à côté d'elle, qui l'a rattrapée et l'a fait sortir de l'eau. Depuis 10 ans, la mairie s'est dotée d'un système de feu d'alerte. Son bon fonctionnement est assuré par les techniciens de la société Maramanui. Donc, ils ont des senseurs qui sont placés un peu partout dans la Haute-Vallée. Et dès qu'on détecte une montée des eaux, donc ils nous préviennent et on met le feu rouge. Il y a 2 étapes. Il y a le feu rouge clignotant. Donc ça veut dire qu'on conseille aux gens de commencer à se préparer à sortir de la vallée.
Et ceux qui sont en train de monter, de ne pas monter, on leur déconseille de monter. Le débit moyen de la Papen'o est de 11 mètres cubes par seconde. C'est 5 fois plus qu'un cours d'eau normal. Et notez que la mairie de Hiti Aotera aimerait financer une police verte avec parmi ses prérogatives la sécurité des baigneurs. La grève est levée à la brasserie du Pacifique. Un protocole d'accord a été signé aujourd'hui entre la direction et le syndicat CSIP après 3 semaines de conflit. 90% des grévistes étaient des salariés du secteur de la logistique. Les principaux points de désaccord concernaient la revalorisation des salaires et la sous-traitance. Écoutez Gisèle Tereyura, secrétaire générale de la CSIP au micro de Jacques Damour. Aujourd'hui, enfin, on a une grille, on a pu la mettre en place, cette grille. Pendant presque 3 semaines, on a travaillé avec des classifications, avec des nomenclatures, avec ce qui va avec tout ça. Donc on est très satisfait. Nous allons attaquer la direction au tribunal pour faire payer les jours de grève de ce conflit. Au chapitre santé, la grippe s'installe en Polynésie. 150 cas confirmés en 3 semaines, rien qu'à l'hôpital, sans compter les consultations chez les médecins libéraux. Ce n'est pas encore une épidémie, mais il faut rester vigilant, surtout si la grippe s'additionne au Covid. Le point avec Brigitte Olivier et Hiro Terorotua. Retenez bien ce nouveau méchant mot, le flurona, quand le patient est atteint en même temps de la grippe et du coronavirus. Pas encore de cas en Polynésie, mais cette double maladie qui touche principalement des non-vaccinés est redoutable. Quoi qu'il en soit, la grippe a fait son apparition à Tahiti en décembre et pour s'en protéger, il y a un vaccin. Il est gratuit pour les plus de 60 ans et disponible en quantité. Pour l'instant, ça n'a pas de rupture. Après, on en commande très régulièrement pour avoir suffisamment de stock pour couvrir la demande. On a suffisamment de stock et on n'est pas en rupture pour l'instant. Vous avez beaucoup de demandes ? Par rapport à l'année dernière, un peu moins, mais ça reste constant en fait. Virus mutant, rappels annuels, la grippe ressemble fort au coronavirus et tue aussi les sujets à risque. Les deux provoquent les mêmes symptômes, font les mêmes dégâts, mais restent différents. Il y a beaucoup de similitudes, mais ce ne sont pas les mêmes virus. Il y a les virus de la grippe, c'est toute une famille de virus. Et puis les coronavirus, c'est une autre famille. Et puis celui qui donne le Covid, c'est le SARS-CoV-2. Mais effectivement, les modalités de transmission sont les mêmes, c'est par voie aérienne. Les modes de protection sont les mêmes. Les personnes à risque de forme grave sont les mêmes. Et le traitement est différent. Si Omicron s'est diffusé très vite dans la population, le virus de la grippe se propage aussi très facilement. Mais la vaccination est bien mieux acceptée. C'est dans les mœurs, donc effectivement la campagne de vaccination antigrippale elle a lieu chaque année, là, elle est en cours depuis la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 janvier. Donc on a eu plus de 23 000 personnes qui se sont fait vacciner. On incite encore à la vaccination pour toutes les personnes à risque de forme grave. Et c'est vraiment important de le faire chaque année parce que ce sont des virus qui mutent. Et puis l'immunité qu'on peut avoir acquis avec le vaccin ou avec la maladie diminue dans le temps. En Polynésie, la grippe n'a pas tué en 2020, mais a fait 8 morts en 2019. Et concernant le Covid et son variant Omicron, nous vous parlions hier des 20 cas actifs de Bora Bora. Les habitants s'étonnent que les mesures mises en place par le pays et l'État ne permettent pas une détection efficace du nouveau variant. Bien des habitants craignent la virulence du variant Omicron, comme Lucia Al-Ipea, au micro de notre correspondante Rosana Maihota. C'est vrai qu'on a des touristes, mais c'est pas normal que cette maladie arrive chez nous, alors qu'il y a tout ce qu'il faut à Tahiti. Pas normal. Déjà qu'il y a pas mal de chez nous qui ne sont pas vaccinés. Donc, j'ai encore la chance d'être vaccinée et les 3 vaccins. Bon, ça va. Mais c'est pas normal qu'on ait cette maladie. Autant ici, autant c'est pas normal. Ouais. Ça fait peur quand même. Ah, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça te donne même plus envie de venir en ville. Surtout pour... je préfère rester chez moi en moto. Il n'y a personne. Je suis bien protégée. Et nous vous en parlions hier, le vaccinodrome de la présidence est ouvert toute la semaine à partir de 8h. Il remplace le kiosque santé de Paufei devenu trop exigu. À la présidence, il y a de l'espace, c'est aéré, de meilleures conditions pour appliquer les gestes barrières en attendant de faire son injection.
Écoutez les explications de ce médecin. Ça remplace le site du kiosque Info Santé, qui actuellement n'était pas adapté vu l'affluence de personnes qui souhaitent être vaccinées ou faire leur 3e dose. Les gestes barrières, les mesures de distance ne pouvaient pas être respectées au sein du kiosque Info Santé. Et on est beaucoup mieux installé ici, il y a beaucoup plus de place. On voit qu'il y a beaucoup de monde, ça permet quand même d'espacer les chaises. Et on est en plein air, donc ça évite d'être contaminé si quelqu'un avec le Omicron ou la grippe d'ailleurs venait se faire vacciner. Voilà, interview signée Hiro Terorotua. Aujourd'hui, 720 personnes ont reçu un vaccin, toutes doses confondues. Le Covid en Calédonie aussi. Après l'affluence dans les pharmacies durant les fêtes pour se faire dépister, les Calédoniens continuent d'effectuer des tests antigéniques. Les raisons sont très diverses et il y a de quoi s'y perdre un peu tant les protocoles diffèrent d'un lieu à l'autre. Karine Arroyo et Michel Martin. La file d'attente n'est pas plus dense que d'habitude. Ce qui change, ce sont les profils des candidats aux tests antigéniques. Aujourd'hui, on a beaucoup de sorties de septaine, notamment à J2, mais aussi à J7. Et j'ai aussi beaucoup de cas contacts ou de personnes symptomatiques. Pour s'envoler vers Lifou ou Marais, ce test rapide est obligatoire. On a réservé des vacances à Lifou et du coup, malgré le fait qu'on soit vacciné, ils nous demandent quand même de faire un test antigénique pour pouvoir monter dans l'avion. Le test de 24 heures, c'est ça ? Alors on ne sait pas parce que c'est compliqué. En fait, moi-même, je travaillais dans un centre de dépistage et en fait, on ne sait jamais si c'est 72 heures, 48 heures, 24 heures. Donc par mesure de précaution, on vient 24 heures avant. Nous sommes arrivés de métropole le 1er janvier. Et que nous sommes confinés depuis, nous nous confinons et nous sommes soumis à 2 contrôles PCR à 4 jours et à 7 jours, c'est-à-dire avant éventuellement, si le test est négatif, de reprendre une vie normale. Pour d'autres, malheureusement, la vie normale, c'est le test quotidien. Et vous le faites tous les jours ? Ben voilà, si je veux entrer dans un restaurant ou un truc, ils demandent le pass. Dans la pharmacie, je montre mon pass. Et c'est marqué, il est valable. Mais dès que je vais à un endroit, là, par exemple au surf ou à un restaurant, le pass, avec leur truc, ça passe pas. C'est annulé, c'est marqué annulé. Les non-vaccinés doivent aussi obligatoirement présenter un test négatif pour aller visiter quelqu'un au Medipôle. Et en cas de test positif, il faut suivre un protocole. On recommande d'aller chez son médecin traitant pour que le médecin décide ou non de faire un test PCR afin de séquencer le test. Et on demande aux personnes de s'isoler 10 jours et d'informer les personnes contacts qui auraient pu passer du temps avec eux sans masque. Ce matin, personne n'a évoqué le variant Omicron. C'est toujours le mutant Delta qui inquiète la majorité des Calédoniens. Oui, le variant Delta qui inquiète encore les Calédoniens. Quelques cas de Omicron ont été détectés. On en parle avec vous, Thierry Santa. Bonsoir. Vous avez présidé le gouvernement de la Polynésie, de la Calédonie, de 2019 à 2021. Vous êtes toujours membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi. Vos parents sont originaires de Tahiti. Dès que cela a été possible, vous avez pris Arcalin pour venir voir votre mère, Irène Degage. Que pensez-vous de notre gestion de l'épidémie ici ? Alors, bonsoir à tous. Je ne me permettrai pas de juger la manière dont le gouvernement polynésien a géré l'épidémie avec le haut-commissaire. Nous, ce qu'on a fait, par contre, en Nouvelle-Calédonie, ça je peux en parler puisque j'étais à la manœuvre à ce moment-là, avec le haut-commissaire toujours sur place, on a mis en œuvre des protocoles d'entrée extrêmement stricts qui nous ont permis de rester pendant quasiment 1 an et demi Covid-free, sans virus, en Nouvelle-Calédonie, et donc de vivre pratiquement normalement. C'était le bon choix, selon vous ? Je pense que c'était le bon choix. Ça avait pour objectif de faire en sorte que la population ait le temps de se faire vacciner dès lors que les vaccins étaient à disposition. Même si, hélas, la population calédonienne n'a pas suivi ce programme tel que nous l'avions envisagé, mais il y a beaucoup de raisons à cela. Ça a permis, je le répète, de vivre quasiment normalement pendant 1 an et demi. Et le virus est rentré, hélas, au mois de septembre dernier. Et depuis le mois de septembre, on est pratiquement dans la même situation que la Polynésie, avec en plus également de l'Omicron qui est rentré il y a pas plus tard que 15 jours. Ça vous inquiète ? Alors,
C'est inquiétant. De toute façon, on savait, même à l'époque où j'étais aux responsabilités, qu'à un moment donné ou à un autre, malgré toutes les mesures strictes que nous avions imposées à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, il était fort probable qu'un jour le virus allait rentrer. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut apprendre à vivre avec ce virus. La difficulté des responsables politiques aujourd'hui, c'est d'arriver à protéger nos populations et en particulier à éviter une saturation de nos systèmes de santé, parce que c'est la base de toutes les mesures qui sont mises en œuvre par les différents gouvernements, tout en permettant une forme de reprise d'activité sociale, économique. Et ben, c'est exactement ce que le 17e gouvernement actuel de la Nouvelle-Calédonie essaie de faire de la meilleure manière possible. En tant que membre des Républicains, vous soutenez naturellement Valérie Pécresse pour la présidentielle. Est-ce que vous profitez de votre passage en Polynésie pour échanger avec ses soutiens tahitiens? Bien sûr. J'étais pas plus tard qu'hier soir en visioconférence avec Madame Pécresse, avec Valérie, et tout le comité de soutien calédonien, puisqu'on a installé donc ce comité de soutien hier. J'ai eu l'occasion ici de rencontrer Marcel Touyani, qui est le responsable du comité de soutien polynésien, qui, je crois, va annoncer ou l'a annoncé aujourd'hui ou demain également la création donc, de ce comité de soutien ici en Polynésie. On va se coordonner pour que les éléments de langage soient les mêmes. Valérie nous a donné un certain nombre d'éléments hier soir dans l'échange que nous avons eu en visioconférence. Et j'ai la chance d'être un des porte-parole du comité de soutien calédonien, puisque je suis certain que Valérie Pécresse est la meilleure candidate pour la présidence de la République. À quelle position a-t-elle sur la Calédonie au lendemain du 3e référendum d'autodétermination? C'est une position que nous partageons, puisqu'on fait partie de ceux qui l'alimentent en termes d'information sur la situation calédonienne. Elle a parfaitement conscience que les 3 référendums successifs qui se sont tenus, où la victoire des non-indépendantistes est avérée, impose maintenant une situation de fait d'une Calédonie qui doit rester statutairement rattachée à la France. Mais elle a aussi conscience de la réalité calédonienne qui est qu'une grosse minorité s'est aussi exprimée contre ou pour l'indépendance, plus exactement. La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Elle le rejoint? Sur ce point-là, j'en suis convaincu, puisqu'elle-même a exprimé à plusieurs reprises dans les médias nationaux. Mais très peu d'indépendantistes sont allés voter le 12 décembre. Alors, Valérie a exprimé elle-même à plusieurs reprises sa volonté d'une Calédonie française. J'entends ce discours que vous prononcez, qui consiste à dire que le 3e référendum est peut-être moins légitime, puisque les non-indépendantistes n'y ont pas participé. Les politologues l'ont dit aussi. Moi, je considère surtout le processus dans sa globalité. Je ne regarde pas que le dernier. Je regarde les 3 référendums qui se sont succédés en 2018, 2020, 2021, au cours desquels donc, les non-indépendantistes ont été majoritaires à chaque fois. Mais je répète, ce résultat-là, ce n'est pas du triomphalisme, c'est plutôt au contraire un résultat qui nous engage. Et il faut qu'on trouve une solution où à la fois la Calédonie reste française, c'est un fait aujourd'hui, mais qui tienne compte aussi de la revendication indépendantiste mélanésienne, principalement mélanésienne. Et je suis convaincu que c'est d'abord et avant tout une revendication identitaire. Et c'est ce travail-là que nous devons faire maintenant dans les mois qui vont venir. Après les élections nationales, tout le monde va se concentrer sur les élections nationales, mais à partir de la deuxième partie de l'année 2022, référendum sur le projet calédonien. Il faudra effectivement réfléchir à un projet calédonien qui lui aussi sera soumis en référendum aux Calédoniens. Merci beaucoup Thierry Santa d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. À Tahiti, l'unique résidence pour jeunes travailleurs a ouvert ses portes il y a 6 mois maintenant. Objectif, proposer une solution de logement à des jeunes célibataires avec un revenu insuffisant pour accéder au parc immobilier privé. Une chance pour cette tranche de la population qui ne pouvait accéder ni au logement étudiant ni aux logements sociaux. Lucille Guichetirao, Hirevai Huata et Jacques Damour. Enfin un peu de répit pour Teiva Pernaud, étudiant infirmier en mal de logement. Après des mois de galère, il peut enfin passer la porte de l'unique résidence pour jeunes travailleurs. Avant d'être ici, moi je dormais dans ma voiture, parce que j'ai des soucis au niveau du logement et tout ça. Du coup, j'ai dû dormir dans ma voiture pendant un bon moment. Ce qui fait que le fait d'arriver ici, ça m'offre une stabilité. Ça me permet de mieux entreprendre ma vie et puis voilà, d'être stable. Ici, le loyer est de 20 000 francs par mois. Seule condition, être âgé de moins de 26 ans et sans enfant, suivre une formation rémunérée ou avoir un contrat de travail. En colocation dans ce F3, Teiva a aménagé sa chambre en bureau spacieux. De quoi se concentrer au maximum sur ses dernières années d'études.
L'entente est plutôt bonne ici. Hein. Ça nous arrive de faire des repas, de faire des repas partagés, des petites soirées, mais rien de bien méchant. Mais c'est surtout pour trouver ce côté d'entente et de solidarité. Dans cette résidence au péage de Pirée, les organismes publics prennent en charge les 2/3 du loyer, proposant ainsi une solution de logement à de jeunes actifs face au prix élevé du marché privé. Depuis le 1er janvier, l'agence immobilière sociale en a transmis la gérance à la DPDJ. De toute façon, les locataires actuels continueront à résider au sein de cette résidence. Simplement, la délégation à la prévention de la jeunesse a des projets d'envergure pour toute la zone de la Cité Grand, mettant en associant également aussi bien les locataires de la résidence des jeunes travailleurs avec les locataires de l'OPH qui sont des personnes qui sont issues du quartier de Nahoata. Le foyer des jeunes travailleurs reste un hébergement transitoire. Le bail de location est limité à 2 ans, permettant ainsi un roulement aux locataires. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Une sortie en jet ski a mal tourné hier au large de Apiti à Orea. Gravement blessée, une jeune fille de 17 ans a dû être hospitalisée au Taoné. L'accident a eu lieu au retour d'une fête alcoolisée sur un moto. Au moment du démarrage, un homme de 40 ans pilotait l'engin. À la une de la presse écrite demain, la Dépêche de Tahiti titre sur Ohana et Ahonui, les prénoms préférés de 2021. Et Tahiti Info fait sa une sur les Jeux intervilles en prison. Au programme de la première ce soir, le téléfilm français L'Archer Noir, puis un divertissement, les comiques préférés des Français d'hier et d'aujourd'hui. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 5 décembre. Merci de l'avoir suivi. Demain matin, dès 6h, vous aurez rendez-vous avec l'actualité en radio. Corinne Tehetia et Abinera Tematahotoa seront au rendez-vous. Et ce soir, nous avons une pensée particulière pour nos amis de TNTV qui viennent de perdre un ancien collègue, Ronald Teaiki. Pirahuna était aux commandes, souvenez-vous, du Journal des Îles. Belle soirée à vous. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.